On est de retour à l'émission. Ça fait un bout de temps qu'on l'a entendu. En plus, bien content d'aller retrouver le microbiologiste Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Plusieurs sujets aujourd'hui avec lui, notamment un virus qui semble inquiéter les autorités canadiennes, qui attaque non pas l'humain, mais bien des fruits à noyaux. Salut Patrick. Salut LP. Il s'agit du potivirus de la charca du prunier, détecté dans le sud de l'Ontario, si je comprends bien. D'où arrive-t-il et que cause-t-il ce virus-là, au juste? Oui. Bien, le virus comme tel a été découvert ou détecté pour une première fois là, en Bulgarie, donc en Europe, là, à la fin des années 90. Donc, on ne sait pas s'il est vraiment apparu dans ce coin-là du monde, mais c'est là où il a été détecté et identifié une première fois. Mais nous, je veux dire, au Canada et aux États-Unis, là, ça fait quand même plusieurs années qu'on a détecté ce virus-là. Mais on avait quand même réussi à contrôler, disons, la propagation, puis même à l'éliminer à certains endroits, là. On a parlé de Niagara, dans la région d'Hamilton aussi, donc dans le sud de l'Ontario, oui. Dans l'est des États-Unis aussi, on avait des problèmes. Et là, ça a été contrôlé. Mais là, on vient de trouver deux endroits où le virus a été redétecté. Puis comme tu l'as dit, tu sais, des fois, on a tendance à penser virus, on pense juste à l'infection chez l'humain avec la COVID, la grippe, etc. Là. Mais des virus, ça peut s'attaquer à n'importe quel organisme vivant. Et là, ce virus-là, ça en prend particulièrement là, aux arbres fruitiers là, qui vont porter justement des fruits avec un noyau, comme les abricots, nectarines, prunes, pêches, amandes et cerises. Oui, ça ratisse assez large. Puis parenthèse, Patrick, ça arrive à un très mauvais moment, alors qu'à l'heure des tarifs américains, le Canada essaie d'améliorer son autonomie alimentaire. Exact. Puis là, un virus comme celui-là, s'il n'était pas contrôlé, pourrait affecter grandement les rendements de tous ces arbres-là. Donc, on pourrait avoir des fruits en moins grande quantité, en moins bonne qualité. Donc, les prix, effectivement, pourraient augmenter, puis ça pourrait créer une certaine rareté aussi. Je ne sais pas si c'était comme moi, LP, moi, j'aime bien acheter mon petit panier de pêche ou de nectarine du Niagara quand c'est la bonne saison. Ben oui. Donc là, ces fruits-là pourraient être ou bien plus rares, puis certainement plus chers. Donc, Patrick, on craint des pertes ou on a déjà des pertes importantes? On les craint pour l'instant. Donc là, on n'est pas encore à un stade où dont les récoltes ou les arbres sont affectés. On a détecté le virus. Donc là, c'est de savoir comment il a été réintroduit, je vais le dire comme ça. Donc, est-ce que c'est, par exemple, un agriculteur qui a racheté des arbres d'une autre région pour augmenter la quantité d'arbres qu'il a sur son terrain, puis le virus était là-dedans. Donc, il y a vraiment des contrôles qui doivent être faits. Et on peut quand même contrôler le virus. Ce n'est pas quelque chose qui va se propager aussi facilement que peut-être justement un virus chez l'humain. Là. Les arbres sont un petit peu moins mobiles que nous. Donc, il faut vraiment contrôler l'achat de ces arbres-là, comment ils se déplacent et tout, pour vraiment contrôler. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à paniquer. Là. Faites pas des réserves de cannes de pêche. Là. On devrait être correct pour un certain temps. Mais c'est quand même quelque chose que la CIA surveille parce qu'on ne veut pas justement que ça s'étende là, à la grandeur du territoire là, où les arbres fruitiers se retrouvent. Là. OK, mais là, j'entends des gens dire « OK, est-ce que je dois faire attention si je mange des pêches, des prunes ou des cerises? » Il n'y a pas de danger du tout pour les humains, là. Non, c'est pas un virus qui va... Même si vous consommez un fruit qui serait, on va dire, contaminé ou qui serait porteur du virus, c'est pas un virus qui s'en prend à l'être humain. Donc, nous, on n'a aucune conséquence sur notre santé. Donc, aucun problème sur ce côté-là. C'est vraiment au niveau, là, on va dire, économique de la production de ces fruits-là. Donc, vous n'ayez aucune crainte. Là, si vous avez des fruits du Niagara à consommer, faites-le. Il n'y a aucun problème pour votre santé à vous. OK. L'autre chose qui progresse dans le mauvais sens, et ça s'attaque à l'humain, c'est la rougeole qui gagne du terrain, et pas seulement aux États-Unis, Patrick. Non, au Canada. Puis écoute, LP, depuis les 2 premiers mois de l'année, on a plus de cas de rougeole que dans toute l'année dernière. Puis déjà, l'année dernière était une année assez importante en quantité de personnes infectées. Donc, ça inquiète. Écoute, si on se compare un petit peu, là, on a eu le même problème au Texas là, avec la rougeole. Où un enfant est décédé récemment et c'était une première en 10 ans aux États-Unis, là. C'est ça. Puis c'est pas le genre tu sais, il y en a qui vont dire c'est un décès. Oui, mais c'est un décès de trop parce que cette maladie-là, elle peut être prévenue par un vaccin. Puis je vais aller plus loin que ça, LP. La rougeole, là, c'est un virus qui n'affecte que l'être humain. Donc, si on fait une campagne de vaccination et que tout le monde va,
dans mes rêves les plus fous, là, tout le monde est vacciné demain matin, là. Ce virus-là est éradiqué, il disparaît de la surface de la planète, comme la variole le fait dans les années 80. Là. Donc, c'est un virus que j'aimerais pouvoir parler au passé, parce qu'on a la capacité de le faire. Mais là, puis on l'a vu, comme je reprends mon exemple du Texas, là, les gens ne se faisaient pas vacciner. Il y a une résistance à la vaccination pour diverses raisons. On en a déjà parlé. Ben, c'est un peu là, la phobie du vaccin qui découle de la pandémie, Patrick, c'est ça? Ben, il y a ça, puis à la fin des années 90, il y avait un médecin aussi qui avait fait un lien entre le vaccin de la rougeole et l'autisme. Oui. Cette rumeur-là circule encore aujourd'hui, malgré que ça a été détruit comme mythe, là. Donc, écoute, puis c'est ça. Tu as un décès au Texas, puis là, comment je peux dire, les centres de vaccination sont remplis, parce que là, les parents ont maintenant peur, parce qu'il y a eu un décès. Puis moi, j'aimerais ça que les gens ici n'attendent pas justement qu'il y ait un décès, on va dire, plus près de nous, là, au Québec, dans la région ici, pour faire vacciner, parce que c'est quand même une maladie c'est quand même rare, qui va avoir des conséquences très graves et la mort, mais c'est quand même un enfant sur 1000 qui peut avoir des problèmes neurologiques, cécité, surdité, coma et décès LP. Fait que moi, c'est déjà un cas sur 1000 de trop. Et c'est surtout très, très, très contagieux. Ah, écoute, LP, j'ai même pas besoin de toucher à quelqu'un pour être infecté. Si, par exemple, ça se propage beaucoup dans les écoles, les garderies, là, le simple fait d'avoir un enfant infecté, on va dire ça comme ça, il respire dans la même pièce que les autres. Là. Okay? À la fin de la journée, il a contaminé toute la classe. Fait que juste avec les aérosols, là, l'air que l'on expire, ça peut être suffisant pour transmettre le virus. Donc, c'est un des virus, sinon le virus le plus contagieux. Donc, s'il y a un cas dans l'école de votre enfant, dans la classe de votre enfant, c'est sûr que toute la classe vont y passer, mais dans le sens où si les gens sont vaccinés, ça va être beaucoup moins pire parce que le virus n'aura pas la chance de se multiplier. Mais si on arrive dans une classe qui a peu ou pas de personnes vaccinées, ben c'est sûr que là, ça part en fou. Tout le monde attrape. Oui. Je lisais que les éclosions au Canada viennent surtout du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Manitoba. Est-ce qu'on sait pourquoi? Je veux dire une espèce de forme de malchance. Là, souvent, c'est des gens soit qui reviennent de l'extérieur ou qui ont été en contact avec des gens infectés, ramènent ça dans leur localité, dans leur milieu, puis ça se propage. Fait que c'est vraiment une question de malchance. Ça pourrait être partout parce que ce virus-là, encore une fois, est vraiment très, très, très facilement transmissible. Puis juste peut-être rajouter un truc aussi, LP, là, pour les femmes enceintes, là, ça peut être dangereux parce que le virus de la rougeole peut provoquer des fausses couches. Donc, tu sais, c'est pas juste les enfants là, ou les très jeunes enfants qui peuvent en souffrir, c'est les femmes enceintes et les bébés en devenir. Donc, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Puis, on a un moyen simple de contrôler cette infection-là, puis c'est la vaccination. Ouais. La vaccination est safe. C'est 2 doses de vaccin et en plus, c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Là. Oui, au Québec, au Canada, c'est gratuit. Les 2 doses, puis souvent, ça vient avec d'autres, c'est comme un vaccin combiné, là, rougeole, rubéole, rayon, puis varicelle. Donc, on couvre plusieurs maladies infantiles, puis on s'évite bien du trouble. En terminant, je n'ai pas le choix de te parler de Donald Trump, Patrick. Ouais. Je ne sais pas si ça va être le volet éditorial de ta chronique aujourd'hui. Là. On sait qu'il coupe beaucoup, notamment en santé et en recherche. D'ailleurs, il y a des manifestations dans 32 villes des États-Unis aujourd'hui. Mais on risque d'en subir des dommages collatéraux ici au Canada. À quel point ça t'inquiète? Oui, bien, ça m'inquiète parce que, bon, on l'a vu, là, je ne parle pas des tarifs, là, ça c'est autre chose, ça va affecter tout le monde, mais au niveau de la recherche et de la santé, il veut couper, et il a déjà coupé beaucoup, là, des postes puis des subventions. Puis nous, au Canada, des fois, les gens ne réalisent pas, mais le NIH aux États-Unis, le National Institute of Health, est un grand bailleur de fonds dans nos universités, dans nos centres de recherche. Donc, bon an, mal an, là, c'est 35-45 millions par année qui rentrent au Canada pour financer de la recherche sur le cancer, sur des maladies orphelines, sur la santé mentale. Donc, on reçoit beaucoup d'argent des États-Unis. Il y a beaucoup de coopération aussi. Oui, des genres de projets communs. Hein? Oui. Ouais. Donc, par exemple, j'ai souvent parlé à des professeurs d'université qui sont, mettons, des Québécois ou des Ontariens, mais qui sont envoyés dans des universités américaines là, pour travailler sur certains projets. Oui. Hey, regarde, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Moi, au début des années 2000, je travaillais dans un centre, avant d'être prof, je travaillais dans un centre de recherche à l'Université de Montréal, puis tout mon labo a déménagé CPNAP à Miami, puis moi j'ai décidé de rester au Québec, donc là des fois je regarde la température à l'extérieur, puis je me dis j'aurais dû aller à Miami moi aussi. Oui, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes, mais écoute, c'est une réalité, donc il y a des cerveaux qui se déplacent, OK, et on reçoit de l'argent ici
Et tout ce beau monde-là travaille dans un même but commun, donc de trouver ça peut être des médicaments, des traitements contre des maladies vraiment graves, donc encore une fois des cancers. Et là, si on coupe dans ces centres de recherche-là, il n'y a plus rien qui se fait. Okay? Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre quand on parle de recherche. Ça prend des sous, ça prend de l'équipement, ça prend du matériel. Il faut payer les salaires des personnes qui y travaillent. Et là, 40 millions, je peux te garantir que ça va faire un méchant trou dans les budgets, là. Donc, oui, notre Donald fait encore des siennes, là, pas juste dans les tarifs de produits de consommation, mais bien dans la recherche maintenant pour traiter des maladies. Ça va être à surveiller. Pour l'instant, ça touche déjà les États-Unis et on verra ce que ça va avoir comme répercussion ici au Canada. Ouais. C'est pas rassurant, effectivement. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. OK, bon week-end et on se reparle bientôt. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.